Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Salut DMG, salut à toute la team. Un bolo samba spécial à tout le peuple gabonais. Moi c'est Yaya, je vous envoie ce vocal depuis la Tunisie. Je vais vous conter l'histoire d'un monsieur qui a fait la connaissance d'une fée dans la ville de Kribi. C'est un monsieur qui vit normalement, il a ses moyens, ce qui fait que le week-end, il déporte souvent des Douala pour Kribi, pour enjoy la vie, pour profiter de la vie, pour jouer la vie. Comme on dit souvent au pays, jouer la vie, enjoy. Il arrive à Kribi, il va dans une boîte de nuit, il s'amuse, il danse, il boit et tout. Il fait la connaissance d'une jeune fille. Ils papotent ensemble, ils boivent, ils passent la soirée. Ils finissent par rentrer à l'hôtel ensemble. Ils sont amusés, ils ont profité de la soirée et tout. Tout ce que vous savez. Bon, le monsieur a tellement pris goût qu'il a donc demandé à la fille qu'il voudrait vraiment que chaque fois qu'il vient un week-end à Kribi, il puisse la voir. La fille a dit qu'il n'y a pas de souci. La fille a dit qu'il n'y a pas de souci. Bon, la condition pour voir la fille était simplement que chaque fois qu'il arrive à Kribi, dès qu'on dit bienvenue à Kribi là, il gare la voiture, il sort, il trace un cercle. Il entre dans le cercle, il appelle le nom de la fille va apparaître. Bon, il a pris ça aussi vaguement comme ça. Ils sont séparés. Il est donc rentré sur Douala. Voilà un week-end alors, il va encore aller à Kribi s'amuser. Il arrive dans l'entrée de la ville. Par curiosité, il sort donc de la voiture, il trace le cercle, comme la fille l'avait demandé. Il entre dans le cercle, il appelle le nom de la fille. La fille apparaît. Comme il se connaissait déjà, les retrouvailles et tout, il embarque la fille. Il part dans la ville, il profite de la vie, il mange, il boit. Il a pris goût. Ce qui fait que régulièrement qu'il arrivait à Kribi, il faisait la même procédure, la fille apparaissait, il profitait de la vie et tout. Il semblait que le gamin avait été inoptisé parce qu'il avait appris goût. Et comme moi je vous dis toujours, moi j'écoute toujours les histoires sur les plateaux, soit télévisés, soit radio et tout. Donc le monsieur a appelé un jour à la radio, dit qu'il vit une situation dont il était un peu embarrassé. C'est comme ça qu'il a donc conté dans son histoire et que d'autres lui viennent en aide. C'est où il a conté l'histoire comme quoi il arrive à Kribi, il trace le cercle, la fille apparaît. L'histoire dont moi je viens de vous relayer. Bon, il ne voulait plus de cette vie. C'est vrai que la suite, je ne sais pas trop comment cela s'est passé et tout. Mais je me dis que dans le monde mystique, là, ils ont peut-être une façon d'inoptiser les gens. Parce que c'est pas comment un homme normal peut réagir de la sorte. Que tu traces le cercle, que tu appelles le nom d'une personne, elle apparaît. Tu fonctionnes avec cette personne-là dans ton âme et conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Selon moi, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et peut-être le gars a pris conscience. Bon, il voulait revenir à la raison. Je ne sais pas s'il a pu s'en sortir de ça ou pas. Mais quand quelque chose nous arrive de surprenant, vraiment, il faut qu'on essaie d'appeler notre sixième sens et qu'on se pose vraiment des questions. Donc, c'était tout pour l'histoire. Bonsoir à vous ou à la prochaine. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire.
Bonsoir à tous, bonsoir à la communauté DMG. Je crois que vous allez bien. Je suis une Ivoirienne et je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée pendant la période post-électorale ici en Côte d'Ivoire. On sortait de crise et on devait reprendre les cours. Moi, j'étais à ma dernière année en cycle ingénieur et on devait reprendre les cours une semaine après ce qui m'est arrivé en fait. Et donc, c'était le samedi d'avant la semaine des reprises de cours et donc j'ai décidé d'aller voir ma voisine de classe histoire de papoter un peu avec elle et voilà. Et donc, je suis allée la voir. J'habitais à cette époque-là à Abidjan, dans la commune de Koumassi, sous quartier Romblay. Voilà. Et ma copine habitait le quartier de Makori. Et donc, pour se rendre à Makori en quittant de chez moi, il fallait emprunter un taxi communal. Voilà. On allait comme en retour. Et donc, j'avais fini de papoter avec ma copine et je devais rentrer. C'était un samedi. Il devait être 17h30 par là. Et donc, je suis venue en bordure de route pour attendre mon taxi, comme on appelle ici les rorors. Et donc, on était là. J'étais avec 3 mamans aussi qui attendaient aussi un taxi qui allait dans la même direction que moi, c'est-à-dire le Remblai. Et donc, tous les taxis qui venaient étaient chargés. Il faut dire qu'on était à 1 heure de pointe. Donc, c'était compréhensible. Donc, on attendait et il y a une grosse voiture qui est venue garer à notre niveau. Et quand la voiture a garé, le monsieur a descendu les vitres. C'était un bel homme très bien habillé qui était au volant et qui nous a demandé à nous où on allait. Et il y a une des mamans qui a dit, mon fils, on part du côté de Remblai, mais depuis on attend tous les roues sont chargés. Le monsieur a dit, ça tombe bien. Je vais aussi au Remblai, monter, je vais vous descendre. Bon, moi, du coup, là, ça ne m'a pas dérangé. On était avec les mamans. Je me suis dit, même s'il veut nous faire du mal, nous sommes 4 mamans. Vraiment, ça ne sera pas évident. Bon, je suis montée avec la maman. J'étais quelque part rassurée. Et donc, je suis montée derrière avec 2 mamans. Et il y a une des mamans qui était assise devant. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, les différentes mamans là descendaient à leur carrefour. Et moi, je suis restée avec l'une des mamans, celle qui était assise devant. Et quand elle est arrivée à son carrefour, elle a demandé à descendre. Moi, je me suis dit, je vais profiter en même temps pour descendre avec elle et puis continuer par la marche pour aller à la maison. Parce que je n'allais pas rester dans la voiture du monsieur là toute seule. Et donc, quand la maman a dit, elle descend, elle dit, ah, moi aussi, je vais descendre là avec la maman. Et le monsieur dit, mais est-ce que tu es arrivé à ton carrefour? Je dis, pas vraiment, mais c'est pas loin. Je peux marcher pour partir. Il me dit, non, 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 c'est pas la peine. Je vais te déposer. Je vais te déposer. Comme c'est mon secteur, ça ne me dérange pas, je vais te déposer. Et donc, la maman qui était devant descendait m'a dit, ben quitte l'arrière, viens t'asseoir devant. Et moi, je monte à la place de la maman devant. Et on reprend la route. Et quand on partait, il m'a dit, bon, on va faire escale chez moi. Tu vas prendre rapidement un document et puis je vais te déposer. En fait, je n'ai pas compris. Mais c'était comme si j'étais hypnotisée, sans peur et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On y va. Comme ça, hein. On y va. Et donc, on arrive au bâtiment du monsieur. C'est un grand bâtiment de 4 étages, de 4 niveaux. Et donc, il dit, on monte. Il dit, il n'y a pas de problème. Et donc, on monte jusqu'au 4e niveau. Le monsieur ouvre la porte de chez lui. Je constate que la maison est très sombre. Et dans ce noir-là, je remarque une dame. Une dame qui est en train de ranger ses affaires. Et il me dit, entre. Et donc, quand j'entre, il met l'interrupteur en marche. Et là, je vois plus clair dans la maison. Et je remarque que la dame est en train de ranger ses affaires. Et elle, comme si de rien n'était, elle ne s'occupait même pas de moi, en fait. Comme si je n'étais pas là, en fait. Et donc, je monte, comme je dis, je rentre et je salue la dame. Elle ne me répond pas, elle fait ses affaires. Et donc, le monsieur me dit, assieds-toi, je viens. Et donc, il rentre quelque part et il ressort et il me dit automatiquement,
tu vois la dame qui va là, elle quitte ma maison, tu vas prendre sa place, tu seras désormais ma femme. Ah, DMG, je suis assise, je regarde le monsieur là, je ne comprends pas, sa femme comment? Mais malgré tout ça, j'étais tranquille, hein, comme si de rien n'était et tout. Et il me pose la question, est-ce que tu acceptes? Et en ce moment-là, ma bouche est restée fermée, comme si quelqu'un m'empêchait de répondre en fait. Et donc, je n'ai pas pu répondre à la question. Et il était là, il m'a dit, bon, donne-moi 5 minutes, j'attends un ami qui arrive. Quand il va venir, ensemble, on va aller te déposer. Et moi, j'étais assise là. Et le monsieur, en attendant que son ami arrive, il me raconte que tu vois, ici, c'est chez moi, je suis un marabout. Est-ce que le monsieur me dit, je suis un marabout et je cherche une femme et je t'ai vu, tu corresponds à la femme dont j'ai besoin. Tu auras tout ce que tu veux, tu auras l'argent que tu veux, tu auras la voiture que tu veux, tu auras ce que tu veux. Mais tu seras à moi. Tu vas m'aider dans tout ce que je fais. Et il me montre une chambre. Il dit, tu vois la chambre qui est là? Je peux entrer dans cette chambre-là pendant 2 semaines, tu ne me vois pas. Et quand j'entre dans cette chambre-là, je suis habillée en linceul blanc. Là-bas, je peux rester 2 semaines là-bas, tu ne me verras pas. Mais quand j'aurai besoin de quelque chose, tu viendras me donner. Et tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je te demande en tant que femme, tu auras juste à vendre des petits trucs aux différents carrefours, des trucs comme ça, quoi. Juste vendre des choses, donner des choses à des différents carrefours, c'est tout. Mais tu auras tout ce que tu veux. Ah, le monsieur me raconte des choses. Bon, je suis assise là aussi, DMG, bon, comme si de rien n'était, je l'écoute. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je l'écoute. Et quelques minutes après, on sonne à la porte, son ami en question arrive. Et quand son ami rentre, il dit, ah, notre femme est arrivée. Ah, Dieu merci, bonne arrivée, madame. Et moi, je le regarde, il dit, ah, mon frère dit qu'il a rencontré ça, il a rencontré sa nouvelle femme et tout. Donc, je suis venue la voir. Bonne arrivée, ma femme. Mon frère, là, il va tout te donner, tu auras tout. Tu seras une femme heureuse, tout. Vraiment, tu seras comblée. Et donc, le monsieur, l'ami en question, me pose la question. Mais est-ce que tu acceptes d'être la femme de mon ami? Et comme à la première fois, ma bouche est restée fermée, je n'ai pas pu répondre. Et l'ami en question qui dit à son ami, ah, elle ne répond pas. Peut-être qu'elle est gênée par rapport à la dame. Je vous ai dit au début, il y a une dame qui rangeait ses affaires. Par rapport à la dame qui range ses affaires. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir de la maison. On va se mettre à la dalle. Parce que vous voyez les bâtiments, là, il y a forcément une dalle. On va se mettre à la dalle, on va parler un peu. Le temps que celle qui est en train de ranger ses affaires la parte. Et donc, le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Et donc, on sort de la maison et on monte sur le dalle, à quelques escaliers de là où il était, parce que lui, il était, voilà, au dernier niveau. On monte et il commence à me parler, vraiment, tu n'auras, en fait, tu vas manquer de rien, tu auras tout ce que tu veux, tu auras de l'argent, tout. Mais tout ce que tu auras à faire là, c'est d'aller à des carrefours, t'asseoir, vendre des choses, des colas, des trucs comme ça, c'est tout ce que tu auras à faire. Personne ne va te reconnaître même parce que tu seras fermé, voilé et tout. Mais tu auras tout ce que tu veux. Et pendant que son ami me parlait, quelque chose m'a dit, regarde, descends du regard et regarde quelque chose. Et donc, je regarde le monsieur qui m'a prise dans sa voiture. Je le regarde de haut jusqu'en bas et je remarque que ses pieds sont sales. Les pieds du monsieur sont sales. Découpés, puis sales. Je ne comprenais pas. Comment le monsieur qui est propre comme ça, là, peut avoir des pieds comme ça? Mais pour tout de suite, ça ne m'a pas inquiété. Et son ami qui continue de parler, qui me repose encore une 3e fois la même question. Avec tout ce qu'on t'a dit là, est-ce que tu acceptes mon ami comme ton époux? Une fois de plus, ma bouche est restée fermée. Je n'ai pas pu répondre. Et ils m'ont dit, bon, ok, on va partir. On va partir. Et le monsieur qui m'a prise m'a dit, peut-être comme tu penses qu'on plaisante, ce qu'on va faire, on va aller chez toi en famille, voir ta famille et demander ta main. C'était bizarre. Comment en quelques minutes là, tu viens de me voir, tu vas aller demander ma main. Mais tout cela, j'étais spectatrice quoi. Comme si j'étais envoûtée, j'étais là et je les écoutais. Et il dit, on descend.
Et donc, en descendant, il dit, on va rentrer voir si elle est partie, c'est-à-dire la dame qui ramassait ses affaires là, si elle est partie, on va fermer la porte et puis on va partir. Effectivement, quand on arrive chez lui, la dame n'est plus là. La maison est vide. Et donc, il ferme la porte, on descend, je remonte dans la voiture, je suis derrière et son ami est devant. Et il me dit, tu m'as dit que tu habitais un peu plus devant. Tu vis avec qui? Papa, maman et tout? Je dis non. Je suis orpheline de mère et tout. Mon papa n'habite pas aussi le quartier. Mon papa est chez lui. Donc là, je vis avec mes frères et sœurs. Il dit, ah, il n'y a pas de problème, on va aller voir tes grandes sœurs. Je vais leur demander ta main. Et on me dit les procédures à faire et tout pour que tu deviennes ma femme. Ah, DMG, vraiment, c'était bizarre. Et donc, j'accompagne le monsieur. Mais dans la voiture, son ami ne faisait que me poser la question. Est-ce que tu acceptes? Comme s'il attendait mon oui pour quelque chose. Mais comme je n'arrivais pas à répondre aussi, on continuait, mais il continuait à me poser la question. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Chose bizarre aussi, ma grande sœur, qui est d'habitude sévère, elle était vraiment à l'époque très sévère avec nous. Elle nous contrôlait. C'est-à-dire, pour que même un gars même vienne même à la maison, même là, vraiment, peut-être c'est quand elle est au travail, quoi. Sinon, quand elle est là, c'est pas possible. On ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Elle nous contrôlait comme pas possible. Mais bizarrement, quand le monsieur est arrivé, que j'ai sonné à la porte, qu'ils sont venus m'ouvrir, c'est ma soeur même qui est venue m'ouvrir. Quand elle rentre et qu'elle voit le monsieur, comme c'est le temps envoûté, elle a commencé à sourire. Ah, comment vous allez et tout et tout. Et le monsieur dit, ah voilà, j'ai vu ta soeur. Comme ça, hein, rapidement, hein, j'ai vu ta soeur, j'ai voulu la déposer et tout. Mais est-ce qu'il est possible de vous parler, tout ça? Elle dit non, entrez. Pourtant, ma grand-soeur n'a pas l'habitude de réagir comme ça. Et donc, on entre dans la maison et tout. Et le monsieur qui lui dit, ah, j'ai vu ta soeur, vraiment, je suis célibataire et tout. Et j'ai vu ta soeur et je suis venue voir ce qu'il y a à faire chez nous, les musulmans. C'est avec la cola qu'on demande la même. Comme ta soeur n'est pas musulmane, il y a forcément des choses chez vous qu'on tue. Donc, je suis venue voir s'il y a possibilité de savoir. Parce que moi, je veux épouser ta soeur rapidement. D'ici la semaine prochaine, là, je veux qu'elle vienne vivre chez moi. Ma soeur dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Elle dit, ah, ça, toi, Dieu merci. Ah, vraiment, je suis contente. Comme c'est le temps voûté. Vraiment, je suis contente. Ce qu'on va faire, on va appeler notre papa. Il va dire ce qu'il en pense. Et s'il est d'accord, on va vous donner la liste et on va faire les choses. Oh, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je m'en vais. Et en même temps, il me dit, je vais prendre ton numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro de téléphone. Il prend le numéro de téléphone de ma soeur. Et il dit, je vais t'appeler le soir. Quand je vais rentrer chez moi, je vais t'appeler. On va parler. Et demain, je vais venir le matin. Parce que c'était un samedi. Et donc, le dimanche matin, je vais venir dimanche matin pour prendre la liste. Et ma soeur qui dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Et le monsieur qui sort de chez nous avec son ami et qu'il reparte. Donc, quand ils sont repartis, j'étais là, comme envoûtée, ma soeur aussi souriante et tout. Et quelque chose m'a dit, appelle ton papa. Et donc, je prends le téléphone et j'appelle mon papa. Entre-temps, mon père aussi, spirituellement, c'est quelqu'un qui était posé. Au point où il a eu à nous dire comment est-ce qu'il allait décéder. Et ça s'est passé comme il a dit en fait. Et donc, j'appelle mon papa. Et je lui explique l'histoire de long en large et tout. Mon papa qui dit, ah ma fille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a commencé à me gronder? Et il m'a dit, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Si ce monsieur-là, c'est quelqu'un de vrai, c'est une vraie personne, si c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu, parce que comme on le dit, Dieu là, quand il veut faire aussi là, il fait un genre. Si ce monsieur-là vient de la part de Dieu, demain matin, il va revenir. Ou bien le soir, comme il a dit, il allait t'appeler là, il va t'appeler. Mais si le monsieur-là vient du diable et qu'il est venu pour te faire du mal ou t'arracher quelque chose, il ne va pas t'appeler ce soir, demain tu ne le verras plus. Donc ma fille reste tranquille. Et mon papa décroche, il raccroche. Mais je te jure DMG, le monsieur ne m'a plus rappelé le soir. Le monsieur n'est plus jamais revenu. Le numéro de lui que j'avais, et le numéro qu'il a laissé là, quand on lance le numéro ne passe plus. Et la maison, le bâtiment dans lequel je suis partie là, je ne reconnais plus le bâtiment.
DMG, c'était la magie. Comme si le truc ne s'était pas passé. Comme s'il n'y avait rien eu. Le monsieur a disparu. Il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle même, je me dis, mais j'aurais pu perdre ma vie, suivre un inconnu comme ça jusque chez lui. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Vraiment, c'est pour vous dire que le monde, là, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas comprendre. On est là, on vit avec des gens de mauvaise mentalité qui nous veulent du mal. Sans doute, le monsieur a vu quelque chose en moi qu'il voulait. C'est pour cela que, peut-être même avant même de me rencontrer, il savait qu'il allait rencontrer quelqu'un. C'est pour cela qu'il a demandé à celle qui était là, celle qu'il a abusé tout ce temps-là de partir. Vous voyez. Et donc, ça, je donne ce conseil-là à mes soeurs. Moi, j'ai échappé parce que Dieu m'aime. Ça, c'est une certitude. Dieu m'aime. C'est lui qui m'a protégée. Parce que je ne dirais pas que c'est mon père, parce que Dieu est au-dessus de mon père. Et ensuite, l'amour aussi de mon père a fait que je suis encore en vie, je suis encore là. Et donc, telle est l'histoire que je voulais vous raconter. J'espère que je n'ai pas été longue. Et voilà, on se dit à tantôt. Commentez, likez et tout, et on est ensemble. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la grande famille DMG. DMG, je tiens vraiment à te remercier de tout ce que tu fais pour nous vraiment. À travers ton émission, tu nous ouvres les yeux. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il t'accorde une longue vie et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je suis une jeune dame gabonaise. Je vis à Libreville. Je viens pour expliquer une histoire de mes voisins lorsque j'étais encore en famille. Cette histoire que je vais conter, c'est pour attirer l'attention des mamans que nous sommes. Lorsque nous sommes mamans, nous devons avoir le temps d'observer nos enfants, de bien encadrer nos enfants. À travers notre observation, nous devons savoir que tel enfant, je peux partir avec lui à tel endroit, tel enfant, je ne peux pas emmener. C'est aussi pour sauver la vie de nos enfants. Bien, l'histoire se passe à Libreville. C'était une famille composée de 7 personnes. Il y avait le papa, la maman et 5 gosses. Donc le papa était pasteur, la maman était commerçante. C'était une famille congolaise. Le papa était de la RDC et la maman était de Brazzaville. Mais je tiens à préciser qu'ils vivaient en concubinage. Ils n'étaient pas mariés. Donc parmi les 5 gosses, il y avait un enfant qui était vraiment fort, très très fort. Le deuxième enfant, il était vraiment fort. En matière de bagarre, il n'y avait aucune personne qui pouvait terrasser ce grand frère-là. Les gens pouvaient venir à 10, 20, 15, il les terrassait. Il avait vraiment une force extraordinaire. Et ce jeune homme, je vais lui donner le prénom de Eric. Donc, quand Eric vivait avec ses parents, là sur place et tout, à un moment donné, le papa avait effectué un déplacement. Il était allé chez lui en RDC et en rentrant, il a amené la fille de son frère. Une fois sur place, lorsqu'il avait pris l'enfant, il avait dit que l'enfant venait pour continuer ses études. Mais arrivé sur place, comme le papa n'avait pas vraiment de moyens, c'était la maman qui faisait son commerce, qui nourrissait la maison et tout le reste. Donc, la maman, la femme a rendu la nièce du monsieur commerçante. Donc, elle faisait des tâches ménagères, les autres étaient en train de dormir. Elle était comme une esclave. Mais elle ne se plaignait pas. Elle était là, elle va au marché, elle revient, elle fait les tâches ménagères et tout. Et les grands frères encore tapaient sur elle. Vraiment, c'était compliqué. Elle vivait un calvaire. Les années
sont passées et le papa est tombé malade. Lorsque le papa tombe malade, c'est encore plus compliqué pour la famille. Alors la maman décide de faire sortir une somme et envoyer son mari auprès de sa famille. Le mari effectue le voyage, mais il n'amène pas sa nièce, il laisse la nièce. Donc quand il arrive sur place, la famille, voilà, toi aussi depuis que tu es au Gabon, tu envoies quoi ici? Tu n'envoies rien, voilà, même depuis que tu as amené la nièce, même bonjour pour nous appeler, rien. Ils ont négligé leur frère. Le papa n'a pas duré, il est décédé. Lorsque le papa décède, la coutume voudrait que la maman puisse se rendre auprès des parents. Donc la maman se prépare pour le voyage, elle demande à son fils aîné. Son fils aîné était vraiment très calme de l'accompagner. Le fils dit non, moi je ne peux pas t'accompagner. Va gérer tes problèmes toi-même. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le deuxième enfant, Eric. Elle monte avec Eric au Congo. Arrivé sur place, là-bas, ça n'a pas été entre la belle famille et la veuve. Ils ont commencé à torturer la veuve. Donc, l'enfant n'a pas supporté. L'enfant s'est mis à parler, discuter avec les oncles, taper sur les oncles, taper les tantes. Tellement il était fort. Il a fait tout un désordre. Donc, les oncles ont dit, ah bon? Donc toi, notre enfant, tu viens lever la main sur nous. Ok, on va te montrer que nous sommes nés avant toi. La mère a pris son enfant. Elle est rentrée avec son enfant. Mais elle n'est pas rentrée tout droit avec l'enfant. Arrivée à Mwanda, elle a déposé l'enfant chez sa copine. Qui garde-moi mon enfant. Alors que en chemin, l'enfant commençait déjà à tomber malade. Elle a laissé l'enfant encore chez sa copine. C'est comme ça que l'enfant est resté 1 an, 2 ans. Nous, mais c'est comment grand Eric ne vient plus? Oh non, il va arriver. Alors que grand Eric était souffrant. Donc, Dieu faisant grâce, malgré sa maladie, il croise une fille, il fait un enfant. Bien. Après, les années sont vraiment passées. Grand Eric arrive au quartier, mais Grand Eric est méconnaissable. Grand Eric a changé, vraiment. On ne pouvait pas imaginer que c'est Grand Eric qui était debout là. Oh! Mais moi-même, le jour que j'ai vu Grand Eric, j'ai dit, oh Seigneur, mais moi, c'est même ma mère qui me dit, mais regarde Grand Eric. J'ai dit, oh! Grand Eric, vraiment, il était méconnaissable, il avait vieilli. C'est comme ça que Grand Eric était là. Grand Eric a commencé la maladie. Vraiment, ça n'allait pas. La maman dépensait les millions. À un moment donné, Grand Eric a été interné. Il a fait 6 mois dans le coma. En sortant du coma, Grand Eric vient. Il a maintenant, on a déjà amputé un pied. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vraiment, on m'a trouvé avec le diabète. Vraiment, c'est compliqué. Eric était là malgré ça. Et dans la maison, il y avait des choses qui se passaient. Les enfants tombaient malades bêtement. L'argent de la maman disparaissait. Grand Eric maintenant s'est fâché contre sa mère. Lui aussi, il tapait maintenant sa mère. Donc, il devenait comme un fou. C'est comme ça que la maman a dit pardon à l'enfant d'autrui. Ils ont envoyé la fille au Congo, la nièce du mari. Grand Eric est resté. À un moment donné, on a encore appris que Grand Eric était encore interné. On a coupé Grand Eric un bras. C'est comment? C'est comme ça que Grand Eric, comme il aimait aller s'asseoir chez les voisins, il a expliqué aux voisins ce qui s'était passé au Congo. Il y a une maman qui l'aimait bien, qui a amené Grand Eric chez les Noirs. Arrivé là-bas, on a dit vraiment, on ne peut plus rien faire pour Grand Eric. Les gens qu'il avait tapés ont déjà pris le dessus sur lui. Si c'était quand ils sont quittés de là-bas directement, si on lui avait amené quelque part, ça devait aller. Mais là, ils sont déjà arrivés à un fort niveau. Bientôt, ils vont atteindre le cœur. Donc, dès qu'ils vont atteindre le cœur, Grand Eric va mourir.
Henrik n'a plus aussi duré. Il sentait sa mort, il a fait asseoir sa mère qui est « Ah maman, moi je suis en train de partir. Je te laisse avec mon enfant. Mais maman, désormais, avant d'amener l'un de tes enfants, régler tes problèmes, il faut bien observer. Maman, moi je suis partie. Je sais que je t'ai beaucoup fait dépenser. Mais vraiment, les gens qui m'ont fait du mal sont déjà venus me chercher. » C'est comme ça qu'il est décédé. Le pauvre est parti avec un pied, un bras et l'autre main aussi. On avait déjà amputé d'autres doigts. Vraiment, c'était mon histoire. Les mamans, soyons vigilantes. C'est la maman qui donne la vie. C'est la maman qui détermine la vie de son enfant. Merci encore. Partagez, commentez, likez. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir la famille DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. DMG, je reviens encore avec une autre histoire. C'est moi qui avais raconté l'histoire là où la petite fille sorcière. Et puis je vous avais parlé de que j'étais footballeur, que j'étais allé que je ne suis plus en Côte d'Ivoire, j'avais voyagé, j'ai pas pu réussir au foot, dans le foot et tout ça. Voilà, donc je reviens pour une autre histoire que je vais raconter que quand j'étais footballeur et tout ça, quand j'étais à l'académie. Voilà, donc comme je vous ai dit, mon père c'était un cadre et tout ça, et il voulait forcément que je réussisse dans la vie, aller à l'école et tout ça. Et moi, personnellement, moi, c'est pas pour me jeter des fleurs ou bien pour dire quoi que ce soit. Moi, j'étais brillant à l'école. Voilà, j'étais très très brillant à l'école. Et aussi, j'étais très fort dans le foot. J'étais très très fort dans le foot. Étant même à l'école primaire déjà, plus que mon père, on l'affectait. Chaque 2 ou 3 ans, on l'affectait dans d'autres villes et tout ça. Donc, à chaque fois, quand j'étais adolescent, j'étais encore petit, des grandes personnes ou même des jeunes personnes qui venaient toujours dire à mon père que ton fils, il faut le mettre à l'académie, et que c'est un très très bon joueur et tout ça. Il faut le mettre à l'école de foot et tout ça. Mon père, il voulait pas. Il dit mon fils, il doit aller à l'école, il doit être un cadre comme moi et tout ça. Et moi, bon, j'étais encore petit et tout ça. Et après, quand l'académie est sortie, l'académie de football, les Kolo Touré, les Yaya Touré, les Okora Didier, et tout ça, quand ils sont sortis là, vraiment, moi aussi, je voulais être comme eux. Voilà, donc j'ai commencé à boycotter l'école au fait. J'ai dit à mon père que bon, moi je voulais plus jouer je veux plus aller à l'école, je veux jouer au foot. Et mon père entrait dans tous ses états, il était furieux, il était fâché, ma mère aussi. Tous les deux étaient très très fâchés, ils ne voulaient même pas que j'arrête l'école, qu'ils voulaient que j'aille. Ils voulaient pas que j'arrête l'école au fait, ils voulaient que je continue l'école. Et je suis allé voir mon grand frère, mon aîné, le premier de notre famille. Je lui ai expliqué, je lui ai dit vraiment, j'ai plus la tête à l'école et tout ça. Je veux vraiment être un footballeur parce que j'ai du talent et je sais que j'ai la capacité d'être footballeur et tout ça. Et c'est ainsi que mon frère allait parler à mes parents pour leur dire que bon, le petit, il a décidé, il faut que vous le laissiez, parce que s'il part à l'école, il n'aura pas la tête à l'école. Ça va lui perturber. Il ne va plus être brillant comme avant et tout ça. Il faut le laisser faire ce qu'il veut faire. Il a parlé à mon père a accepté. On allait voir la mère. Elle ne voulait pas au début et après elle a accepté. Et c'est ainsi que j'ai quitté la ville de l'intérieur du pays et je suis allé à Abidjan. Je suis allé à Abidjan pour faire des essais, pour entrer dans des centres de formation et tout ça. Et cette période-là,
Le deuxième club, en cette époque-là, l'Africa Sport National était le deuxième club le plus grand du pays et tout ça. Et j'ai fait les essais, Dieu merci, à l'Africa Sport National et j'ai pu intégrer le centre de formation. À cette époque-là, c'était un Suisse qu'on appelle Christian Zermatten qui était le directeur technique du centre de formation. Bon, j'ai été retenu et tout ça. Et voilà. Donc, je raconte cette histoire parce que dans le foot aussi, il y a beaucoup de mysticisme. Voilà. J'étais tellement brillant et on me surclassait au fait à chaque année, on me surclassait pour aller jouer avec comme la catégorie supérieure. J'avais commencé dans les catégories inférieures, mais à chaque fois, on me surclassait pour aller jouer avec les plus grands, en fait. Et à l'âge de... Quand j'étais en cadet, déjà, je jouais avec les espoirs, en fait. J'étais en cadet, mais déjà, je jouais avec les juniors et les espoirs. On me prenait pour aller jouer le championnat avec les juniors et tout ça. Et arrivé quand j'étais en junior maintenant, l'équipe première, ils avaient besoin, parce que le blanc, ils avaient besoin de... il aimait au fait les jeunes. Donc, il a fait une sélection. Et j'ai été convoqué pour aller jouer avec l'équipe première. J'étais joué DMG. J'étais étonné. Quand j'avais 16 ans, je pense, et j'ai été convoqué pour aller jouer avec l'équipe première. Et quand on allait faire la préparation avec l'équipe première, on a fait le premier entraînement. C'était déjà bon. Le blanc, il était très. Il aimait ma gamme, en fait. Et c'est ainsi que j'ai pris froid. Après l'entraînement, j'ai pris froid et je me sentais pas bien. Le directeur de... Comment on appelle il y avait un directeur là-bas qui s'appelait Siri Wawa, un ancien joueur de l'Africa Sport, qui est venu me voir, qui m'a dit: mon petit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que j'ai froid, je ne sais pas ce qui se passe, que je suis malade. Il m'a dit: mais comment tu ne peux pas tomber malade maintenant? Parce que lui, il était responsable du centre de formation. Et lui aussi, il aimait mon affaire. Il voulait vraiment que j'intègre l'équipe première et tout ça. Donc, il dit: mais c'est pas possible. Demain, c'est la dernière séance pour prendre tout ce qui allait rester à l'équipe première. Et toi, tu tombes malade maintenant. Mais c'est pas possible. Il est rentré dans son bureau, il m'a donné des médicaments et tout ça. Et il m'a dit que non, si ça ne va pas, appelle-moi pour que je puisse t'amener à l'hôpital et tout ça. Mais que c'est impossible. Comment tu peux tomber malade aujourd'hui? Oh, pourtant, demain, ils vont faire la liste des retenues et tout ça. Je suis tombé malade DMG. Je n'arrivais pas, c'est que quand je suis arrivé à la maison, ça s'est empiré. Je suis tombé vraiment malade. Je suis revenu le lendemain, mais je n'ai pas pu jouer. Ils ont fait la liste. Le blanc, il m'a regardé, il m'a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que non, je ne peux pas jouer. J'étais vraiment malade. J'étais malade. Mon corps a chauffé. Je ne pouvais même pas entrer sur le terrain pour dire que je veux faire quoi que ce soit. Il était tellement déçu, le blanc là. Il était tellement déçu. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit: va te soigner. Il m'a donné de l'argent, il m'a dit: va te soigner. Et ils ont fait la liste et tout ça. Et même je suis tombé malade, je suis venu à la maison, ils ont fait les préparations là-bas. Et à chaque fois, ça s'empirait. Au fait, j'ai un joueur que j'ai pris sa place parce que quand on faisait la préparation là, il y avait un titulaire de l'équipe première là, voilà, que j'ai pris sa place au fait. Vous savez, quand on fait les préparations, on fait 2 équipes au fait. Et c'est lui sa place que j'avais pris parmi l'équipe titulaire. Voilà, donc au fait, c'est lui qui m'avait lancé un sort. C'est lui qui m'avait lancé un sort pour qu'il puisse reprendre sa place. Donc c'est quelque chose de mystique. Voilà. Donc, je suis tombé malade et j'ai un côté
qui a commencé à vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer, pourri au fait quoi. Tu as vu les côtes là, voilà, mes côtes, sur le côté, il y a un côté qui a commencé à pourrir. J'ai commencé à avoir une toux blanche. J'ai toussé et c'est du liquide gluant blanc qui sortait. Et au fur et à mesure, le côté là, ça me faisait mal. Tellement que vraiment, quand je fais, excusez-moi, quand je vais aux toilettes, mais les déchets qui sortent là, sur le côté, là où j'ai mal, là, sur le côté là, le côté est noir. Et sur le côté, la couleur quoi, la couleur de mes déchets là, sur le côté, là où j'ai mal là, c'est noir. Et sur l'autre côté du déchet, là où j'ai pas mal, là, ça a la couleur normale. J'ai commencé à maigrir de telle sorte que quand je partais même, mon père à l'intérieur du pays est venu directement, quand il a appris que j'étais malade, il est venu directement me chercher pour aller me faire soigner auprès de lui. Et quand je partais, les gens pensaient que je n'allais même plus revenir parce que j'étais tellement malade et j'avais dépéri comme si quelqu'un qui avait le sida au fait. J'étais tellement maigre. J'ai dépéri, merde. Quand je suis arrivé dans cette ville-là, là où mon père exerçait à l'intérieur du pays, quand ma mère et mes parents, mes frères et mes soeurs m'ont vu, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit que non, mais c'est fini, ce mec-là, il est mort. C'est un mort vivant qui est là. C'est là que mon père a dit ne pleurez pas, il n'est pas encore mort. Pourquoi vous le voyez vous pleurer comme ça? J'ai dit DMG, mes parents ont tout fait. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé à l'église, les gens venaient à la maison pour prier. Comme mes soeurs, je t'avais dit dans la vidéo précédente que mes soeurs étaient devenues chrétiennes. Là. Voilà. Donc je partais à l'église pour qu'on prie sur moi. Et aussi, ma mère, comme elle ne partait pas encore à l'église, elle a opté pour l'indigénat, c'est-à-dire les tradis praticiens et tout ça. Elle m'a envoyé de l'enganga, comme vous dites sur la plateforme. Voilà, les tradis praticiens là. Donc elle m'a envoyé un jour chez un tradit praticien. Le premier jour que je suis arrivé là-bas, le mec m'a consulté, il a dit Madame, ton fils il est très très fort dans le foot et que ils lui ont lancé un sort mais il ne va pas mourir. J'ai été vraiment très très soulagé parce que moi-même je pensais que j'allais mourir. Voilà, c'est là-bas qu'on a su que c'est le Nganga là c'est là-bas qu'on a su qu'ils m'ont lancé un sort. Aussitôt, dans mon histoire précédente là, j'avais dit que le petit frère de mon père c'était un sorcier, non? Quand il a appris la nouvelle, il a pris ses 2 pieds, il est venu nous retrouver dans la ville chez mon père. Et ce qu'il a dit m'a vraiment choqué et ça a confirmé qu'il était vraiment un sorcier. Quand il est arrivé, il ne savait pas normalement que j'étais malade. Normalement, il ne savait pas que j'étais malade parce que mon père et ma famille, bon, on ne raconte pas n'importe quoi comme ça. Hein. Donc, lui, il ne savait pas au fait. Il était venu rendre visite à mon père. Et quand il est arrivé, c'est là qu'il a su que j'étais malade. Et je te jure, DMG, qu'il a dit à mes parents que cette histoire, ce n'est pas une histoire simple. Que lui, il sait ce qui s'est passé. Et qu'on n'a qu'à lui donner un jour pour qu'il puisse régler cette histoire. Qu'on n'a qu'à le laisser dormir au fait, quoi. Quand il est arrivé, quand il m'a vu, il m'a dit, le lendemain, on va le laisser dormir, le lendemain, il va nous donner la suite. Non, on était choqués. Après, le lendemain, il a dit qu'il a essayé de démasquer la personne qui m'a envoyé, qui m'a lancé le sort, mais il n'arrive pas à voir son visage. Mais il sait que c'est quelqu'un qui joue au foot, que j'ai pris sa place, que c'est un numéro 9 et il a donné son poste. Il a dit qu'il joue au poste numéro 9, que c'est moi, j'ai pris sa place. C'est pour cela qu'il m'a lancé le sort. Ah ouais. Oh, pourtant, le Ganga aussi a dit qu'ils m'ont lancé un sort et tout ça, que
c'est que c'est dans le football et tout ça, que ton fils il joue au football. Il est très fort, c'est pour cela qu'ils ont lancé le sort. Et le mec, le petit frère de mon père, il m'a dit qu'il a laissé tous ses matériels au village, au fait. Que s'il avait tous ces matériels-là, il allait lui faire le retour à l'envoyeur, il allait vraiment voir le vrai visage de ce gars-là pour le démasquer et tout ça. On était tous choqués à la maison. On était tous choqués à la maison. Et ce même petit frère de mon père, là, étant sorcier, que nous-mêmes on a su maintenant qu'il est sorcier, il m'a pris, il m'a envoyé dans la forêt, il m'a donné des feuilles que j'ai mangées, et il m'a donné même, oh mon Seigneur. Moi j'avais peur, j'avais tellement peur, je partais dans la brousse avec lui, mais j'avais peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver et quoi et tout ça. Il me montrait des feuilles, il me dit, tu vois cette feuille, on prend ça pour faire ça, on prend ça pour faire ça, on prend ça pour faire ça. Il me dit, tu vois cette feuille, prends ça, mange ça, parce que ça va te faire, tu vas courir des kilomètres et des kilomètres, tu vas jamais être fatigué. DMG, il m'a montré des trucs. Depuis que, bon, je suis plus en Afrique maintenant, je suis au pays maintenant, donc je peux pas voir ces feuilles là. Excusez-moi, je peux pas voir ces feuilles là. Là où je suis, dans le pays où je suis maintenant, et aussi j'ai oublié, ça fait longtemps. Sinon, il m'a montré des trucs, hein. Il m'a montré plein de trucs. Et en revenant de la forêt, il y a une voiture qui passait. Et il y avait une flaque d'eau et la voiture entrait dedans et la flaque d'eau est versée sur nous. Automatiquement, il a regardé la voiture, il m'a dit que ce type-là, il a la chance. S'il était venu ici avec tous mes matériels, il allait faire l'accident. Je te jure, j'étais choqué quand il a dit ça. Voilà, donc je reviens. Donc, c'est pour dire que, bon, et j'ai fait les indigénats et tout ça avec les prières de Dieu, l'indigénat, Dieu merci. J'ai été guéri et je suis reparti à Abidjan pour continuer le foot au fait. Voilà, donc, c'est pour dire que vraiment, même dans le foot là, il y a beaucoup de trucs mystiques qui sont là-bas. Il y a beaucoup de mystiques qui se pratiquent dans le football. Ceux qui pensent que le football c'est simple là, le football n'est pas simple. Ceux qui jouent au foot, surtout en Afrique, même en Europe même, il y a des footballeurs qui sont dans les sectes. Voilà, donc le football là, c'est pas quelque chose de simple. Le football, il y a beaucoup de trucs mystiques qui sont dedans. Voilà, donc c'était mon histoire. C'était mon histoire qui est là. Et encore, je reviens pour lancer un appel à toute la communauté DMG. S'il y a quelqu'un qui délivre les gens de la sorcellerie, là, de l'emprise de la sorcellerie, je vous en prie, moi j'ai besoin d'être délivré de l'emprise de la sorcellerie. Voilà. C'était mon histoire. Vraiment, beaucoup de courage à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis encore revenue avec une nouvelle histoire, les fameuses histoires de mon village. D'autres diront que je n'ai pas retenu la leçon. Je pars toujours au village, mais mes meilleures années pour moi ont été dans mon village. Donc, même s'il se passait quoi, j'y allais toujours. Et je pense que c'est aussi d'un autre côté où je me disais non, je suis protégée, je vais y aller. D'autres diront que c'est de l'inconscience, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu un amour profond pour votre village comme moi, j'aimais le mien. Mes meilleures années, c'était dans mon village. Alors, je suis revenue vous raconter une nouvelle histoire qui... beaucoup vont m'insulter, mais bon, ceux qui me croiront, me croiront. Ceux qui ne me croiront pas, ne me croiront pas. Cette fois-ci encore, je suis partie dans mon village et c'est là où vraiment, j'ai vraiment eu peur et que je me suis dit, ah, peut-être je ne vais pas revenir. Voilà. Du coup, je suis allée encore dans mon village. Comme je le répète, mon village, c'est après Sang-Ménima. Je suis Betty, donc je suis Boulou. Et dans mon village, on est tous parentés. Donc, comme les gens ont dit dans les commentaires, c'est un peu un village familial. Et oui, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas tout. Mais nous, enfants, braves ou inconscients, tout ce que vous voulez, nous, c'est quand les anciens sont en train de dormir que nous, on va s'asseoir pour raconter les histoires. Voilà, nous, c'est comme ça.
Voilà, je pense qu'il y avait aussi la jeunesse qui était là parce que je sais que même maintenant, là, moi encore 22 heures ici au lit, hein, mais je pense que la jeunesse faisait que nous, on bravait beaucoup d'interdits. Voilà. Du coup, je suis encore allée dans mon village et tout. Les premières, les deuxièmes semaines, ça se passe toujours bien, comme vous le savez. Je répète, dans mon village, on est tous parentés. Du coup, tu peux manger chez qui tu veux. Enfin, tu pouvais manger chez qui tu veux. C'est-à-dire que si tu entres dans une maison, ils ont cuisiné, tu dis que tu as faim, on te donne à manger. Donc, tu pouvais manger partout, si vous voulez. Je suis donc alors arrivée dans la maison d'une de mes grand-mères du village. Voilà. Cette fois-ci, c'est elle qu'on avait envoyée, je suppose. Parce que moi, quand un truc m'arrive, moi, j'appelle ça les envoyés. Et d'autres me diront, mais pourquoi ils en ont seulement après moi? Je vous dirais que je ne sais pas moi non plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu sur moi parce que moi-même, je ne sais pas. Mais ils voient quelque chose sur moi que moi-même, je ne sais pas. C'est pour ça qu'ils veulent absolument en finir avec moi, même jusqu'à présent. Du coup, je suis encore allée dans mon village, toujours après la remise des diplômes et tout, nanana, des bulletins. Et ça avait fait 2 semaines et je suis allée, j'avais donc faim. Je me suis donc arrêtée. Je me suis donc arrêtée chez une de nos grand-mères du village avec ma cousine. Voilà, ma cousine, mon acolyte. Et on est donc entré dans la maison. Et on a donc dit, ah, ma wakaya me dit, bien osai. Ah, maman, tu as préparé quoi? On a faim et tout. Elle nous dit, ah, mais venez, il n'y a pas de souci, Zadé. Ok, elle nous dit, je n'ai pas préparé, mais je vais préparer. Et non, elle nous a dit, je n'ai pas préparé le complément, mais je vais faire le complément. Et j'avais déjà fait la sauce, je suis en train de faire la sauce. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Du coup, elle avait la marmite au feu et tout, ça sentait bon. Et du coup, elle a dormi, on s'est assise, on a commencé à parler avec elle. On l'a un peu aidé à éplucher le manioc, parce que le manioc, elle avait fait le manioc avec le rôti. C'était l'antilope, je crois. Enfin, je croyais que c'était l'antilope, ce qu'elle nous a dit. Du coup, on l'a aidé à faire le manioc et tout. Et après, elle nous a demandé d'aller puiser l'eau. Parce que voilà, si elle nous demande d'aller puiser l'eau, on va aller puiser l'eau, dans tous les cas. Du coup, on a pris les bassines, on est parti puiser l'eau. Et elle, la nourriture était au feu. Nous, on n'a pas considéré qu'il y avait quelque chose de bizarre dedans. On est parti, DMG. On allait puiser l'eau, on est revenu avec l'eau. Voilà. Donc, j'accélère un peu parce que les gens disaient que mes histoires sont longues. Donc, j'accélère. On est allé puiser l'eau. On est revenu avec l'eau. Le manioc était en train de cuire et elle était en train de tourner la sauce. Voilà. On n'a rien pensé de bizarre. Nous, c'était que non, on va manger la viande. Surtout que la viande, ce n'était pas évident au village. Malgré qu'il y ait la brousse, ce n'était pas forcément évident. Surtout l'antilope. Elle a fini de cuisiner. Elle nous a servi. On a mangé. Rien ne s'est passé. On a mangé. C'était bon. C'était très bon. On a mangé et tout. Nanana. Ma cousine et moi, on a mangé. OK. Elle aussi, elle a mangé. Elle nous regardait en souriant. Mais bon, je n'ai pas compris pourquoi elle a souri et tout. Bref, DMG, je suis sortie de là. On est allé, on a mangé vers 13h, 14h. C'était le dimanche, donc il n'y avait pas le champ. On a mangé vers 13h, 14h. Du coup, je suis sortie de là. J'ai vaqué à mes occupations. Le soir, DMG, je dis que le soir, fièvre, je commence à trembler. Je commence à avoir des vertiges. Je commence à mal me sentir. Je ne fais pas attention, je me dis, bon, vas-y, ça va aller. Je suis là toujours, je suis là. Et là, je commence à avoir la tête qui tourne. Mes yeux commencent à devenir flous. Je commence à faire vraiment une forte fièvre. Et là, dans ma tête, je me dis, oh, est-ce que c'est le palu que j'ai attrapé? Moi, dans ma tête, c'est que c'est le palu, tu vois. Parce que, bon, il y a beaucoup de moustiques dans mon village et on n'a pas souvent la moustiquaire. Donc, et j'ai attrapé souvent le palu. Donc, je me suis dit, peut-être c'est encore le palu que j'ai attrapé, tu vois. Ma grand-mère était encore vivante. Je dis à ma grand-mère que, ah, grand-mère, je ne me sens pas bien. J'ai un peu mal à la tête. C'est comme si ma conne, non, c'est comme si je suis malade. Grand-mère me dit, elle me parle un peu. Elle me dit, ok, va t'allonger, peut-être ça va aller. Ma cousine était là. Elle n'avait aucun souci. Tout se passait bien pour elle. Je me suis allongée et tout. Je suis toujours là comme ça. DMG, je ferme les yeux. C'est comme si, en fait, mon corps commence à monter. Tu vois, quand quelqu'un... C'est ceux qui regardent les séries, peut-être les séries de docteurs, là, quand on te met le défibrillateur sur sur la poitrine, là, ton corps monte comme ça, tout. C'est comme ça que mon corps monte seul. Mon corps redescend, mon corps monte. Je ne comprends pas. Mon corps monte, mon corps redescend. J'ai dit à ma grand-mère que grand-mère, ça ne va pas. Je commence à trembler, à trembler. Elle me dit que non, on m'a donné le Doliprane. On m'a donné le Doliprane. On m'a dit non, couche-toi, ça va aller. Je me suis couchée.
Et le jour-là, c'était aux environs de 20h, 21h. On était tous à l'intérieur, en fait. Et voilà, on était tous assis là. Il y avait ceux avec les lampes parfois dans les racks où on n'a vraiment pas sommeil. Mais comme je disais, dans mon village, tout le monde dort à 21h, tout le monde dort. Mais le soir, là, certains jouaient au salon, en fait. C'est ce qu'on fait. On ferme les portes, on est là. Moi, je suis couchée, je ne vais pas bien. Dès que je ferme les yeux DMG, c'est comme si, en fait, dès que je ferme les yeux, je me retrouve... En fait, c'est comme si j'étais transportée quelque part. Je ne comprends pas. En fait, je ne saurais pas vous décrire exactement la sensation. Je fais donc je m'assoupis un peu. Je me sentais tellement mal que je m'assoupis un peu. Dès que je m'assoupis, je suis au milieu de personnes. Ceux qui me croiront, et ceux qui me croiront pas, me croiront pas. Hein. Je suis au milieu de personnes. Ils sont tous en face de moi. Je ne vois pas leur visage. Ils sont tous en face de moi. Et je les entends chuchoter. Ils commencent à dire non, ça fait effet. Elle veut rejeter, mais ça fait effet. Ça fait effet. Si on n'arrive pas à la voir comme ça, autant elle devient comme nous. On pourra la voir facilement. Donc, ils étaient en train de parler entre eux. Ils parlaient en patois, en boulou. Donc, je suis boulou. Ils parlaient en patois. Et j'étais au milieu. Je comprenais, en fait. Mais je ne comprenais pas ce que je faisais là, en fait. Dans le petit sommeil que j'ai fait là, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Alors, je suis toujours en train de... Et ils commencent donc à parler, ils sont en train de parler. C'était un débat en fait. Parce qu'il y avait ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui disaient que non, on aurait dû continuer, on aurait dû la tuer. Non, elle ne peut pas devenir l'un des nôtres. Parce que même si elle devient l'un des nôtres, sa destinée ne s'est pas arrêtée. C'est toujours en marche. Pour finir avec ça, il faut qu'on la tue. En fait, ils étaient en train de discuter de ça et ça faisait un grand débat entre eux. Je commence à trembler. Avec ce qui m'était arrivé avec ma mère. Dans mon cœur, je commence à dire maman. Maman, je ne sais pas où je suis. Seigneur, maman, Seigneur, maman, Seigneur. C'est donc comme ça que je me réveille en sursaut. Je commence à crier. Je dis grand-mère, ils sont encore revenus. Je commence à pleurer. Grand-mère, et je me sentais toujours mal. J'étais toujours dans un état DMG. Si tu me touchais, je dis que mon corps était brûlant. Je dis que brûlant de la tête aux pieds. Je dis à ma grand-mère, ça ne va pas. J'explique à ma grand-mère ce qui s'est passé. Les mots entrecoupés parce que ça n'allait pas. Mes mots sont entrecoupés. J'explique à ma grand-mère. Je dis à ma grand-mère. Ma grand-mère me dit, tu as mangé quoi? Tu étais où? Et c'est donc là que je capte parce que je vous assure que malgré tout ce qui m'est arrivé, tellement j'aime mon village, tellement je vois toujours le bon dans les gens que tellement je n'ai pas directement tilté. J'ai là donc que j'ai dit à ma grand-mère que grand-mère, je suis allée chez telle tante, telle grand-mère. Et c'était la grand-mère c'était l'amie, parce que malgré qu'on soit parenté, il y a des amitiés qui sont peut-être un peu plus fortes que d'autres. Donc c'était la combi, si vous voulez, de ma nénette. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire où elle nous servait de la nourriture qui sentait le pourri. Du coup, je lui explique qu'on allait manger là-bas. Je lui explique tout. Ma grand-mère me dit, tu as été là, tu as vu comment elle a cuisiné. Je dis, on est venu trouver la marmite. Bon, j'ai expliqué ce qui s'est passé quand nous avons allé puiser l'eau. Ma grand-mère me dit, avec tout ce qui t'arrive, toi, tu peux manger là-bas. Avec ce qui t'arrive, tu peux manger là-bas. Elle commence à me gronder. Ce qui est logique, parce que maintenant, quand je pense à cette histoire, je me dis que c'était un peu de ma faute, en fait. Moi, jusqu'au bout, j'ai toujours cru que c'était mes grands-mères. Je les ai toujours aimées jusqu'au bout, en fait. Et je me disais que malgré tout ce qui m'arrive, ce n'est pas tout le monde qui veut mon mal. Mais j'avais tort. Voilà, j'avais tort. Du coup, elle me dit, il n'y a pas de souci. On va voir ça. Ma grand-mère se lève. Elle n'était pas encore aveugle. Ma grand-mère se lève. Elle met le pagne. Elle dit que j'arrive. Ma grand-mère est sortie de sa case. Elle a remonté parce que eux, ils sont de l'autre côté de la route. Comme j'ai dit, le village est divisé en deux. Enfin, le village est de part et d'autre de la route. Il y a une route au milieu. Elle a traversé. Moi, je suis restée avec l'une autre de mes tantes qui habite au village parce que comme on vit au village que pendant les grandes vacances, ma grand-mère restait au village avec mon oncle et sa femme. Donc, je suis restée avec sa femme. Et sa femme était de l'Est, donc elle ne blaguait même pas. D'ailleurs, j'aime les histoires sur elle. Elle ne blaguait même pas. Donc, elle a dit, elle s'appelle, bref, je vais donner un nom d'emprunt. Ma grand-mère a dit, Marthe, reste avec eux. Elle reste avec moi. On va m'appeler Marine. Reste avec Marine. Je reviens en patois. Elle est partie là-bas. Je ne sais pas ce qui est parti se passer là-bas. Je ne sais pas. Parce que ma grand-mère m'a raconté qu'elle est arrivée là-bas. Elles ont fait les problèmes là-bas. Elles ont fait plein de problèmes là-bas. Et apparemment, elle l'a menacée parce que c'est ma cousine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma cousine est venue me donner les échos. Ma cousine m'a dit que elle l'a menacée. Elle a dit qu'on se connaît.
On se connaît. Donc, comme depuis longtemps, vous n'arrivez pas à avoir ma petite fille, c'est maintenant comme ça que vous passez. Liobe Zambe, au nom de Dieu, si ma petite fille meurt, où vous voulez emmener ma petite fille là, vous n'allez pas réussir. Tu laisses ma petite fille. Elle a commencé à parler. Sinon, j'appelle le chef du village. Et sachant que le totem de notre chef du village, c'était le lion. Et ils avaient leur réunion là-bas. Bref, mon village, c'est une hiérarchie. C'est une grosse hiérarchie de sorciers, si vous voulez. Et le chef du village, c'était mon oncle direct. Et apparemment, ce qu'ils avaient fait, on a découvert plus tard, mon oncle n'était pas au courant. Parce que quand ils président leur truc de sorcellerie, là, ce qu'on a su plus tard, dans une autre histoire que je vais raconter, c'est le chef qui donne l'aval, en fait. Le chef qui donne l'aval. Et on a su plus tard que les coups qu'ils essayaient de me faire là, mon oncle n'était même pas au courant de ça. Voilà. Donc, elle a menacé, elle a dit, on sait maintenant que j'appelle son oncle. Vous allez nous dire, parce que vous avez voulu donner là. Parce qu'on a découvert après que, en gros, ce que j'avais mangé, je ne sais pas si c'était de la chair humaine, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Parce qu'il y a un poison qui tue beaucoup dans notre village, la poudre de chair humaine, ça tue. Donc, moi, je suppose qu'elle a dû mettre la poudre de chair humaine, ou elle a dû mettre des morceaux de chair humaine dans ce qu'elle m'a servi. Parce que c'est elle qui m'a servi et j'ai mangé. Et j'ai mangé, je n'ai même pas réfléchi. Donc, elle a dû me mettre ça dans la nourriture qu'elle m'a servi. Parce que quand on est revenu, quand elle nous a servi et tout, voilà, je n'ai pas posé de questions, on a mangé. Donc, elle a dû mettre ça. Et c'est ça que j'ai mangé. Et le but, c'était de me donner leur vampire. Donc, elle m'a donné ça, mais pas dans le but de me tuer. C'est dans le but de me donner leur vampire. Et ce qui faisait en sorte que, quand j'ai eu cette vision, ou ce rêve, ou je ne sais pas, où j'étais au milieu d'eux, en fait, tout le monde n'était pas d'accord. Il y a certains qui étaient d'accord. Il y a d'autres qui voulaient même finir directement avec moi. Parce qu'ils se disaient que même si je deviens sorcière, ma destinée était toujours en marche. D'après ce que j'ai compris, ma destinée était toujours en marche. Donc, ça n'allait pas s'arrêter, en fait. Il n'y avait que la mort qui pouvait arrêter ça. Et apparemment, elle a donc pris peur. Et elle a donc dit que oui, j'ai compris, nanana. Elle est venue avec ma grand-mère à la maison. La honte voulait la tuer. Parce que quand on attrape un sorcier, la honte veut le tuer. Elle n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux comment j'étais couchée. Elle n'arrivait même pas. Elle a ramené les trucs là. Elle m'a frotté les trucs. Elle m'a donné un truc à boire. J'ai même encore fait peut-être 3 jours de convalescence. Et je me suis rétablie. Et quand je lui ai demandé pourquoi mon corps montait et descendait, elle me disait qu'en gros, c'était mon esprit. Je voulais sortir en vampire en fait. Mais mon corps luttait pour que je ne sorte pas en vampire. Voilà ce qu'elle a même expliqué. Parce qu'on ne l'a pas laissé. On ne l'a pas laissé. Ma tante et mes oncles voulaient m'y aller la tabasser sur place. On a dit, si tu ne parles pas, on te tabasse. Voilà, je parle, ça m'énerve même. Donc, c'est comme ça. Dès qu'ils ont fait ça, 3 jours après, je me suis rétablie et tout. Je ne suis plus jamais passée là-bas, devant chez elle. D'ailleurs, je n'ai même plus jamais traversé la route. Voilà même la raison pour laquelle je n'ai plus jamais traversé la route. Donc, DMG, voici mon histoire. J'espère que j'ai bien raconté, que je n'ai pas donné de détails superflus et que je n'ai pas été longue. Je vous remercie pour vos commentaires. Et voilà. Et puis, bye. Je précise les commentaires que j'ai lus. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas obligé, mais le jour où vous vivrez vraiment un truc paranormal, vous allez me dire, ou vous alors venez, ne serait-ce que 2 jours dans mon village. Vous allez me dire, ne serait-ce que 2 jours, parce que je raconte ça comme ça. J'aime beaucoup mon village, mais si je ne l'aime pas beaucoup, beaucoup de gens de mon village, mes oncles, mes tantes, n'ont même plus jamais mis les pieds là-bas à cause de ce qui s'y passe. Donc, on dit que c'était de l'ambiguïté enfantine. En tout cas, merci DMG. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien et salue la communauté DMG. Je reviens encore aujourd'hui avec une nouvelle histoire mystique. C'est passé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ma grand-mère, malheureusement, je ne l'ai pas longtemps connue, elle est décédée. Et il s'agissait, ça fait plus de 20 ans qu'elle est décédée. Donc il s'agissait d'aller à sa tombe pour pouvoir aménager sa tombe parce que ça tombait en ruine, vu que c'était une dame assez connue dans le quartier à cause de ses œuvres de charité. Donc ma cousine était chargée d'envoyer
est jeune, voici monter la tombe, la carreler et tout. Donc, elle a dit aux manœuvres de partie de la dévancer. D'abord, elle est partie la veille avec le manœuvre pour nous montrer, parce que c'était la tombe de ma grand-mère et la tombe de ma tante. Donc, les deux tombes étaient côte à côte. Donc, il s'agissait pour eux d'aménager ça, de carreler et tout, mettre le ciment, carreler, redorer l'image de ma grand-mère et tout. Donc, elle lui a montré la tombe et ils se sont mis d'accord pour venir ensemble le lendemain. Donc, le lendemain, le manœuvre plutôt revient et ma tante lui dit non, dévance-moi au cimetière, j'arrive. Donc, le manœuvre dévance, vu qu'il connaît déjà la route qui mène aux deux tombes, il arrive, il regarde, il ne voit pas la tombe de ma mère. Il devient fou. Il cherche, il dit mais celle-là, il se dit, il refait la trajectoire, il vient, il ne voit pas la tombe. Il a demandé au gardien, le gardien et le manœuvre ont fouillé le cimetière. Je veux dire, ils se sont promenés, ils n'ont pas vu la tombe de ma grand-mère et de ma tante. Et le manœuvre, et vu que notre cimetière est à côté de l'église, n'est pas loin de l'église, donc ils ont fait appel à un prêtre de l'église. Le prêtre est venu et on lui dit bon, ok, voilà, on cherche la tombe de telle personne, telle et telle personne. Le prêtre prend une minute de silence et dit, est-ce que tu es venu avec quelqu'un de sa famille? Donc le manœuvre dit non, sa petite fille me dit de la devancer et de commencer les travaux, mais je cherche la tombe, je ne la vois pas. Donc le prêtre demande plutôt à ma cousine et aux manœuvres de repartir chercher ma cousine avant de venir. Que mes deux grandes-mères, je veux dire, parce qu'elles sont très âgées, ma grand-mère maternelle et la grande sœur de ma mère, ne seront visibles que quand un membre de la famille qui partage le même sang qu'elle sera dans les lieux. Donc, on appelle ma tante qui vient en catastrophe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'on cherche la tombe de ta mémé, on la voit pas, ta grand-mère, on la voit pas et tout. Donc, elle se dit, bon, elle se tourne, elle dit, mais voilà la tombe. DMJ, le manœuvre a eu la peur de sa vie. Donc, nous, depuis ce temps, on sait que quand on va au cimetière, la tombe de ma mère et mes deux mémés sont visibles que par nous, avec nous. C'est-à-dire que si tu vas avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre te devance, il ne verra pas la tombe. Donc voilà ce qui se passe chez moi. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je reviendrai avec d'autres histoires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.